vous avez trouvé le responsable de tous nos maux, c'est Jacques Chirac. Il n'a pas résorbé la fracture sociale. Je m'apprêtais à faire une intervention très très courte, puisqu'en tant que membre du Conseil constitutionnel, je suis astreint à un devoir de réserve sur la vie politique française. Bon, enfin, je suis venu, d'abord parce que des amis m'ont demandé de venir, et puis ensuite parce que j'apprécie beaucoup le rôle que joue le groupe INSEC, qui a pris ses racines à Bordeaux. Je voudrais le rappeler quand même. L'éducation est pour moi un enjeu fondamental. Alors je ne sais pas par quel bout prendre le débat, parce que tellement de choses ont été dites, tellement de choses intéressantes, pertinentes pour la plupart. Bon, à plusieurs reprises est venue la question de savoir si le clivage droite-gauche était encore valable aujourd'hui. Ça fait à peu près un siècle qu'on se pose la question. Bon, tout à fait. Je me rappelle que le général de Gaulle disait « La France, c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite, la France, c'est tous les Français ». Bettina Laville a eu la délicatesse de rappeler le travail de notre commission, sans dire ce que vous avez fait, c'est-à-dire le programme des investissements d'avenir. Mais à l'issue de cette commission, nous avons fait, Michel Rocard et moi, un livre qui est un entretien avec un journaliste, Bernard Guetta, et nous avons donné à ce livre un titre qui explique pourquoi il a été très peu vendu, parce que ça s'appelait « La politique telle qu'elle meurt ne pas être ». Donc, pour demander à un libraire la politique telle qu'elle meurt ne pas être, vous savez le problème. Mais j'avais déjà dans ce livre cette idée qu'il fallait peut-être transcender les clivages traditionnels et qu'entre un libéral social, vous allez peut-être le reconnaître tout à l'heure, et puis un social-démocrate, comme Michel Rocard, on pouvait trouver des terrains d'entente. Et puis il y a Emmanuel Macron qui vient et qui remet en cause, évidemment, lui aussi ce clivage droite-gauche. Donc tout ça pour vous dire que le débat n'est pas nouveau. On pourrait considérer qu'il est clos. Pas tout à fait. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui des traditions, des cultures, des héros qui ne sont pas les mêmes à droite et à gauche. Enfin, je ne vais pas développer longuement parce que ça nous amènerait assez loin peut-être du débat d'aujourd'hui. Deuxième remarque que je voudrais faire, je partage tout à fait le point de vue d'Alain Caillé lorsqu'il explique la fragmentation de la vie politique française par un changement profond de la réalité sociale. Et je serais tenté de dire un changement profond des enjeux et des défis que nous avons à relever, qui ne sont plus les mêmes que ceux que nous avons connus au lendemain de la guerre, au moment de la libération, dans les 30 Glorieuses et la suite. Et je voudrais évoquer quelques-uns de ces nouveaux enjeux, quelques-uns de ces défis qui me tiennent particulièrement à cœur. D'abord, un défi dont on parle peu et que j'aborderai avec des pincettes, parce qu'il peut donner lieu à toutes sortes de manipulations. C'est le défi démographique. En l'an 0 de notre ère, la Terre comportait 150 millions d'habitants. Je ne sais pas comment on a calculé, enfin, c'est le chiffre qui circule. Bien, on a franchi la barre du milliard en 1815, en 1850. L'ONU prévoit, pour la fin de ce siècle, 11 milliards d'habitants. Il est évident qu'une planète à 11 milliards d'êtres humains, ce n'est pas la même chose qu'une planète à 150 millions. Et ceci nous pose vraiment un défi fondamental. Je ne suis pas malthusien, et donc je ne vais pas m'embarquer dans ce genre de considération, mais c'est un état de fait qu'il faut regarder en face. Le deuxième défi, et vous verrez que je fais un lien entre les deux, c'est le défi climatique. Bon, je ne m'appesantis pas, j'étais très intéressé par l'analyse spectrale que Bettina Laville nous a fait des terrains écologiques, et c'était tout à fait passionnant. Ce que je constate quand même aujourd'hui, c'est toujours la tendance à l'optimisme, c'est qu'il est en train de se produire un basculement dans l'opinion publique. Et moi, je ne me moque pas de Greta Thunberg. Je trouve que ce qu'elle fait est plutôt utile, même si la communication peut être contestable, mais il y a une prise de conscience qu'on va dans le mur et qu'il va falloir changer profondément et rapidement. Est-ce qu'on va passer de cette prise de conscience à l'action? Ça, c'est une autre paire de manches, on n'y est pas encore. En tant qu'ex-maire, chère Bettina, je ne minorerai pas l'impact de ce qui se passe au ras du terrain, parce que je crois quand même que 60% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des villes. Donc tout ce qu'on fait dans nos villes, sur la mobilité, sur l'habitat, sur la collecte des déchets, sur zéro gaspillage. Vous vous rendez compte qu'à Bordeaux, j'ai signé une charte zéro gaspillage, zéro déchet. Eh bien, on n'y est pas. On n'y est pas. Donc voilà, il va vraiment falloir passer à l'action. Et quand je fais le lien entre ce défi démographique et ce défi climatique, je voudrais aborder quelque chose d'hyper sensible
et qui explique les réactions politiques en Angleterre. L'origine du Brexit, elle est là. En France, un peu partout en Europe ou ailleurs, ce sont les mouvements migratoires. Avec une Afrique à 4 milliards d'habitants à la fin de ce siècle, si nous n'arrivons pas à accompagner massivement le développement de ce continent, pas par des aides consenties, mais par des investissements massifs, y compris dans l'éducation, nous ne maîtriserons pas les mouvements de population, qui sont d'ailleurs des mouvements sud-nord, mais aussi des mouvements sud-sud, de la Libye à la Tunisie. En ce moment, il y a des émeutes en Afrique du Sud, parce que des migrants arrivent des pays voisins qui sont moins développés que l'Afrique du Sud, et des violences pas ethniques, mais presque nationales se développent. Donc ce défi-là est extrêmement important, et ça se traduit par cette phobie aujourd'hui de l'étranger, qu'on retrouve un petit peu partout chez nous, et l'exploitation qu'en font certains partis politiques. Nous entendons quand même en ce moment des discours invraisemblables, à côté desquels les discours fascisants des années 30 paraissent de l'eau tiède. Vous voyez à quoi je fais allusion, hein, une rencontre récente. Et là-dessus aussi, il faut être vigilant. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire ou laisser dire, et sur lesquelles il faudra réagir fortement. Donc, premier couple de défis, si je puis dire, je voudrais en évoquer deux autres, ou un autre couple. D'abord, la transformation numérique du monde, de nos vies quotidiennes, qui est totalement ambivalente, qui va nous apporter des progrès extraordinaires, la télémédecine, etc. Aujourd'hui, il vaut mieux se faire diagnostiquer un mélanome par son ordinateur que par son dermatologue, enfin les deux à la fois, ça va mieux. Et puis, dans l'éducation, bien sûr, dans le travail, le télétravail, etc. Donc tout ceci va changer nos vies, dans la gestion de nos vies. Je suis en train de préparer un propos qu'on m'a demandé sur les smart cities. Qu'est-ce que c'est qu'une smart city? Une ville connectée. Donc tout ça est très positif, mais il y a l'autre façade, l'autre face de ce mouvement de transformation numérique, et qui est un péril majeur sur nos vies privées et sur nos libertés individuelles. Et là, c'est le membre du Conseil constitutionnel qui commence à pointer le nez. Songez que dans une ville française, il y a aujourd'hui 2000 caméras de vidéoprotection qui permettent à la municipalité d'identifier, si la reconnaissance faciale était autorisée, n'importe quel fichier S à n'importe quel moment de la journée. Tant qu'il s'agit des fichiers S et de la lutte contre le terrorisme, on signe ou on s'arrête. En ce moment, il y a un débat à l'Assemblée nationale sur la possibilité donnée au fisc d'utiliser toutes les datas qu'on trouve sur les réseaux sociaux pour lutter contre la fraude. Ok, on est tous contre la fraude. Mais où est-ce qu'on s'arrête? Et la CNIL a un peu toussé lorsqu'on a proposé ce projet. Donc il y a un danger majeur, et c'est là que j'aimerais bien avoir une discussion avec M. Callier qui nous dit qu'on a assisté à, je ne mets plus exactement sa formule, à un totalitarisme à l'envers, c'est-à-dire qu'on est passé des libertés collectives qui ont été sacrifiées aux libertés individuelles. Je me demande, moi, si demain, le défi, c'est pas que nos libertés individuelles soient sacrifiées à la technique et à la maîtrise, finalement, de certaines applications qui nous échappent. Jacques Ellul, un certain nombre d'entre vous connaissent, au siècle précédent, a déjà tiré la sonnette d'alarme en expliquant que la technique doit être au service de l'homme, et pas l'inverse. Peut-être sommes-nous engagés dans un processus aujourd'hui où l'homme sera sous l'emprise de la technique. Donc tous ces changements nourrissent une inquiétude plus ou moins consciente, plus ou moins analysée, plus ou moins implicite, plus ou moins explicite dans les opinions. Et j'en viens au dernier point que je voulais évoquer dans ces crises auxquelles nous avons à faire face, c'est la crise de la démocratie représentative. Songez aujourd'hui que dans la mer des démocraties parlementaires, on nous a cité un exemple pendant des siècles, chers voisins, je pense à la Grande-Bretagne, on a un chef de gouvernement qui s'antagonise à son Parlement, au nom du soutien populaire, contre la représentation parlementaire. Et on voit ce défi ou cette mise en cause de la démocratie représentative se développer un petit peu partout. Salvini à l'Italie, c'est pareil. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé, mais jusqu'à quand? Le débat n'est pas nouveau. Pierre Rosanvallon, il y a déjà plusieurs années, opposait la démocratie d'autorisation et la démocratie d'exercice. La démocratie d'autorisation, j'autorise
M. Gourdon-Montagne a le représenté à l'Assemblée nationale et a voté ma place pendant 5 ans. La démocratie d'exercice, c'est que j'ai envie de continuer à exercer mon pouvoir pendant ces 5 années. Et donc c'est tout le thème de la participation, de la co-construction, de la concertation que nous vivons, nous, élus locaux, depuis des années, naturellement. Je peux vous assurer qu'il y a 25 ans, je ne gouverne pas Bordeaux comme il y a 2 ans, et que la nécessité d'associer la population à toutes les décisions qui concernent les gens a cru de façon tout à fait exponentielle. La grande question étant de savoir comment on transpose ces mécanismes de co-construction et de participation du niveau local, où c'est relativement facile, au niveau national, où c'est bigrement plus compliqué. Là, on peut peut-être proposer effectivement des applications numériques pour trouver des solutions. Voilà cette crise de la démocratie représentative qui est devant nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'aime bien l'interrogation de M. Montbrial, que faire? Parce que à la crise de la démocratie représentative s'ajoute une autre crise, la crise de nos valeurs. De nos valeurs, allez, je mets des guillemets, occidentales. Nous avons cru, pendant pratiquement 2 siècles, qu'elles étaient universelles. Et que donc nous allions les répandre à travers la planète, que nous étions d'une certaine manière le centre du monde, et que, bon, ben, c'est plus vrai. Nous ne sommes plus le centre du monde. Il faut avoir la modestie de le reconnaître, et nos valeurs ne sont plus universellement acceptées. L'égalité entre les femmes et les hommes, à supposer que ce soit vraiment une valeur que nous défendons, aujourd'hui oui, il n'y a pas longtemps, mais elle n'est pas, cette valeur-là n'est pas reconnue sur l'ensemble de la planète. Beaucoup de pays aujourd'hui, pour l'essentiel des pays musulmans, sont des théocraties. Alors que la démocratie représentative, c'est la souveraineté du peuple, et la souveraineté, il n'y a pas de Dieu. Donc, dans beaucoup de pays, ce n'est pas l'épanouissement de la personne qui compte le plus, c'est d'abord la cohésion du groupe et de la communauté. Donc voilà, ces valeurs ne sont pas aujourd'hui universellement acceptées. Alors qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras? On dit bon, très bien, on a perdu? Bon, et puis on se courbe? Non. Et là, je rejoins